Vous savez pourquoi les gens aiment la violence? C'est pourquoi les gens aiment la violence, Hugh. Parce que ça leur fait du bien. Les humains trouvent la violence profondément satisfaisante. Notre cerveau déteste avoir tort. À la moindre contradiction, il se sent agressé, rabaissé et du coup, il va tout faire pour sauver la face, trouver des explications jusqu'à tordre la réalité, ignorer les contradictions, faire des trucs débiles jusqu'à la violence si besoin pour imposer son point de vue quand les mots ne sont plus suffisants pour avoir raison. Et attention, je dis pas qu'on a forcément tort quand on pète un câblage. Enfin, si, on a toujours tort de s'énerver. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut le faire quand même quand on a raison. On peut aussi devenir fou face à la connerie la plus crasse, ça arrive. Dans ce cas aussi, on peut se retrouver à court de mots, le vertige du bas. Quand on voit ça, c'est un traitement précoce. Tout le reste, bah voilà. C'est vrai que le premier réflexe de survie, c'est le coup de truelle dans la tronchetasse. Mais une fois l'émotion passée, on voit bien que c'est pas la solution. Il est lui-même dans une logique de conflit, mis face à ses contradictions. Le mec est venu là pour s'expliquer sur un coup de gueule et se retrouve acculé dans un sujet qu'il ne maîtrise pas. Sauf que dans les faits, la plupart du temps, ton cerveau s'attribue une responsabilité qui n'est pas la sienne. Oui, tu as tort, peut-être, sûrement même, mais non, ce n'est pas de ta faute. Pas toujours. Déjà, on va bien distinguer deux choses qui n'ont rien à voir. Notre avis et la réalité. Notre avis, la réalité s'en tape complètement, rien à carrer de nos concours de quéquettes. La Terre tournait déjà autour du Soleil, même quand on se croyait encore le centre de l'univers. Un avis, c'est quand on ne sait pas. À mon avis, demain il va pleuvoir. Peut-être, mais t'en sais rien. Un faisceau d'indices t'a peut-être mené à cette conclusion, il y a peut-être une très grande probabilité que ça arrive, ou Tata Simone t'a peut-être appris à foutre un doigt dans le cul du coq pour savoir le temps qu'il fera demain, parce que c'est ce qu'elle fait depuis toute gamine et qu'elle te jure que ça marche à tous les coups, mais en vrai, on n'en sait rien. C'est juste un avis, une opinion. On peut tomber juste, validant notre avis, mais le processus reste hasardeux, et son résultat aussi. À la différence près dans cet exemple que personne n'est assez borné pour se retrouver à se faire rôtir le cuisseau au soleil et affirmer quand même qu'il pleut parce que c'est ce qu'il avait annoncé la veille. Un avis, ce n'est pas la réalité. Le schéma du noyau avec ses jolis électrons sphériques qui gravitent autour est bien pratique pour se représenter un atome, mais il est faux. Il s'approche de la réalité, mais ne la décrit pas parfaitement. L'approximation de la vitesse de la lumière à 300 000 km/s également, et les exemples du genre sont partout. Même en étant érudit sur un sujet, on peut être légèrement à côté de la réalité, avoir tort. Mais tu sais quoi? Même taper à côté, c'est très bien. Vraiment, il vaut mieux un faux avis que le vide. C'est plus rassurant pour le cigare, et ça permet d'amorcer le truc, d'appréhender un nouveau domaine. Quand tu apprends une nouvelle technique en dessin ou en arts martiaux, tu la maîtrises pas instantanément. Tu te plantes, tu corriges jusqu'à avoir la bonne. Et c'est une fois passé en mode Jedi que tu peux pousser l'exploration beaucoup plus précisément. Ton avis, c'est pareil, il n'est pas forcément bon dès le départ. Et ça permet quand même, dans un premier temps, de pouvoir gueuler sur un truc avec les potes au comptoir. Ça rassure, ça fait toujours du bien de râler. Un avis faux, le flou peut venir d'un concept trop complexe à visualiser, mais aussi venir d'un problème de vocabulaire, le fait de ne pas pouvoir exprimer clairement les choses. Par exemple, comment tu décrirais cette réalité si le mot gris n'existe plus? Tu as noir ou blanc à dispo et aucun des deux n'est juste. Tu peux te friter tant que tu veux avec le gus en face, votre avis est faux à tous les deux. Il ne décrit pas la réalité. Si on ajoute le concept de gris, mais qu'on n'a toujours pas inventé la notion de clair ou foncé, gris dans ce cas ce sera juste, mais toujours éloigné de la réalité. Et où commence le gris, où finissent le noir et le blanc. Le linguiste Alain Bentolila et la correctrice Martine Rousseau, co-auteur du livre Retour vers le participe passé, ont constaté une baisse globale du vocabulaire et chez certains adultes plus particulièrement, un rétrécissement du champ lexical et un appauvrissement de la langue. Et cette perte des subtilités de la langue empêche derrière d'élaborer et de formuler une pensée complexe. C'est également le problème de Twitter qui limite le nombre de caractères dans les messages et qui tend à une certaine frustration et favorise donc la naissance des messages plus directs. Ton avis peut être mis en défaut et en plus t'as plus la place de le rectifier. Et la phrase d'Alan Turing résume donc très bien la situation. Pourquoi on s'emporte si facilement pour des cagades. Depuis que j'ai compris ça, je comprends vraiment mieux la violence de certains commentaires, le bout de leur processus de réflexion, des fois très court pour certains. Ça me donne une explication supplémentaire, ça me rajoute une marche avant de plus piger moi non plus et de me mettre à gueuler aussi. La violence est un exutoire satisfaisant face à l'impossibilité de synthétiser une pensée. Et c'est tout le problème de parler de politique. Ton bulletin de vote te force à faire un choix, à avoir un avis. Et quand on te fait remarquer après coup que cet avis, c'était peut-être pas le bon, qu'un autre choix aurait été plus judicieux, en gros que t'as misé sur un tocard, et que tu t'es planté dans ton analyse de la situation, forcément ça finit à la filoche à coups de fourchette à barbecue. Parce que bien sûr, soit t'as raison, soit t'as tort, il n'y a pas de curseur médian. Dans notre société actuelle, je sais pas comment c'était avant ou comment c'est ailleurs, mais chez nous maintenant, on tend clairement vers du binaire. On a tendance à vouloir faire baisser le vocabulaire et les nuances à tous les niveaux. Tu critiques la nostalgie Star Wars, 3 films au défaut
assez incontestable, t'es forcément un hater de l'entièreté de la création Disney depuis un siècle. T'es juste un vieux con qui vit dans le passé et qui n'accepte pas de nouveaux films autres que ceux de ton enfance. Peu importe que t'aies kiffé Rogue One, Mandalorian ou les Marvel, malgré leurs nombreux défauts également, ou Vaiana et les Pixar, tu critiques tout Disney. Voilà, on supprime la notion même de nuance. On n'a plus de place, on n'a plus de temps pour la nuance. Et pour finir avec cette intro déjà interminable, la différence entre la réalité et ton avis, c'est la même qu'entre être bien et aimer. Ce que tu ressens en voyant un film se situe à peu près là par rapport à la qualité d'un film. On peut discuter de ce qui est important et pourquoi, de ce qui est bien ou pas donc, la cohérence, l'épaisseur des personnages, le soin apporté au scénario, de ce qu'on estime être de la qualité ou pas, mais ton ressenti n'a juste rien à voir. Par exemple, un film avec des persos sans le moindre développement, c'est clairement pas GG, on sent que le mec n'a rien foutu. On peut parler donc de mauvais film, si je fais très résumé. Mais moi je m'en tape. C'est pas ça qui m'empêchera d'aimer un film, même s'il est objectivement moyen. Je l'ai déjà dit 1000 fois, mais j'adore 2012, et c'est pas bon. Enfin, si, il y a plein de trucs réussis quand même, mais bref, plus simple, j'aime beaucoup Daredevil. Mais voilà. Faut toujours en passer par là pour avoir votre nom? Essayez d'avoir mon numéro. On va pas s'étendre sur le sujet. Bien, maintenant qu'on est passé sur ces concepts de base, quand on se trompe sur quoi exactement? Il n'y a pas vraiment 36 solutions en fait. Soit c'est sur un truc qu'on a appris, soit c'est sur un truc qu'on a conclu. On peut le schématiser comme ça. On nous dit un truc faux ou on nous donne une information neutre qu'on interprète mal. Dans ce qu'on nous dit, il peut soit s'agir d'un mensonge pur et simple, non, tout le monde n'est pas d'une honnêteté virginale, soit d'une erreur de bonne foi. Le gars aussi se trompe pour tout un tas de raisons. Dans ce qu'on comprend, soit on nous donne des infos partielles, voire orientées, soit tout est ok et c'est nous qui sommes cons. Et c'est toujours pas grave. Et là encore, il y a plusieurs niveaux, on va voir ça. Quand on apprend un nouveau truc, donc, l'info peut être vraie ou pas. Le cas le plus évident où on se trompe, c'est bien sûr celui où le mec essaie de nous enfumer pur et simple. Le gars te joue bien de la flûte pour tout un tas de raisons. Pour deux raisons en fait. Le pognon et le pouvoir. Il s'en beurre l'arrêt de la vérité. Avoir raison. La vérité, on s'en fout. Il est juste là pour te vendre des bouquins, faire du clic sur son blog, de l'audience pour que tu votes pour lui ou pour exister en dehors du système où il a pas de place. Quand tout le monde dit que la Terre est ronde, soit tu dis comme tout le monde et du coup t'as rien d'original à apporter, soit tu trouves une autre explication pour sortir du lot. Perso, moi je suis un platiniste. Pas un platiste qui pense que la Terre est plate. Non, platiniste. Moi je pense que la Terre c'est Michel Platini. Si, j'ai des preuves. Ah oui, si, petite astuce. Un mec qui passe son temps à te dire qu'il a des preuves et qu'on les voit jamais, c'est qu'il a Walou. S'il en avait, il les sortirait direct. J'ai les preuves, c'est à peu près l'équivalent de « je vais le dire à mon père qui va venir te frapper au CE2 ». Voilà, si jamais tu te demandes, c'est une petite alerte mentale que tu peux brancher. Et le pire, dans ce cas où tu t'es fait empapaouter, c'est que ton cerveau va tellement avoir honte de s'être fait blouser qu'il va défendre les plus gros escrocs possibles au lieu de justement les combattre. Parce que, bien entendu, l'escroc n'arrive pas comme ça à découvert, il attaque pas en frontal. Il se donne une légitimité pour qu'on gobe dans un premier temps son histoire. Il se veut lanceur d'alerte, éveilleur de conscience ou grand spécialiste d'un domaine, souvent pas le bon d'ailleurs, mais un truc suffisamment de niche, pour nous c'est la même chose. En dehors du système, donc forcément honnête contre les politiques et les grandes entreprises, un mec qui sait contrairement aux autres. Et autre astuce du coup, un mec qui se plante jamais, faut pas créditer. Oui, c'est chelou, mais un gars qui doute, qui ose dire qu'il ne sait pas, est beaucoup plus fiable qu'un mec qui sait toujours mieux que tout le monde. Demande-toi toujours à qui ça profite au final. Est-ce que tu peux me garantir que le gars est pas là avant tout pour défendre son cul? Comment tu peux être sûr que le gars est effectivement le sauveur qu'il prétend, si c'est pas son melon qui compte avant tout le reste? L'audimat ou que le pognon est pas plus important pour lui que ta gueule. La plupart des gens sont sûrement honnêtes, mais un mec qui passe son temps à la télé à t'expliquer qu'il passe pas son temps à la télé, ou qui te sort un docu qui t'explique que tous les millions de scientifiques dans le monde sont des vendus qui nous mentent, mais que lui ou elle a trouvé la vérité, pardon d'émettre quelques réserves. Il y a quand même un truc qui sent un peu le terrain vague boueux. T'y as cru, ok, mais ça s'avère faux, et tu n'y es absolument pour rien. C'est pas ta faute. Bon, le cas numéro 1, un faquin t'a raconté de la merde et t'y as cru parce que l'histoire était belle. C'est pas de ta faute si c'était faux. Mais le mec peut aussi être honnête et te servir aussi du purin. Il peut mentir de bonne foi, croire que ce qu'il a dit est juste alors que non. Au début de la pandémie de Covid, par exemple, les données étaient peu nombreuses, on essayait d'avancer, c'était pas aberrant de dire des conneries, d'arriver aux mauvaises conclusions, de proposer différents traitements plus ou moins efficaces, d'avoir un avis qui s'est avéré aller dans le mauvais sens. Et c'est là qu'on repère les gens avec un melon plus petit que leur éthique, ceux qui reconnaissent qu'ils se sont trompés. Quand on le reconnaît, c'est plus un mensonge, c'est une erreur. Erreur ou approximation, parce que également, quand ton youtubeur préféré,
Et moi, oui, je suis ton youtubeur préféré, même si t'es pas encore abonné et que tu le sais pas encore, c'est bien moi. Quand je te raconte de belles histoires, il se peut que je me trompe, que je donne une info fausse, vraie un jour puis démentie par de nouvelles recherches, ou une info que je pensais vraie, ou carrément de la merde parce que je pensais savoir un truc et puis que j'ai pas suffisamment vérifié. Je fais rarement des vidéos sur lesquelles j'ai aucune connaissance, je pars pas de rien. J'ai toujours au moins un petit reste de mes cours, d'un article que j'ai lu, etc. Mais quand je creuse, que je lis des rapports et autres, je m'aperçois que systématiquement, tout ce que je sais n'est qu'une infime partie de la réalité. Et c'est souvent faux aussi. Avant la vidéo sur Tchernobyl, j'étais persuadé de revoir Noël ma mère propager le mythe du nuage arrêté à la frontière. On va y revenir, ce problème de mémoire. Pour le Red Bull, pour les voitures, etc., à chaque fois, je suis parti d'un postulat et les recherches m'ont démontré que finalement, mon avis n'était pas le bon. Dans le côté un peu inexact aussi, il s'avère très souvent que je donne une version approximative de la réalité, souvent trop complexe pour être comprise, ou que je doive romancer pour rendre l'histoire intéressante à suivre. C'est tout le problème de la vulgarisation, faire un choix entre une version moins juste mais plus accessible pour comprendre un principe, selon le public auquel on s'adresse et l'idée qu'on veut faire passer. On peut légèrement dévier de la vérité. C'est également le cas des reportages ou des films inspirés de faits réels. On donne forcément une version plus ou moins différente de la réalité, parce qu'il faut bien raconter une histoire de manière intéressante, et on choisit forcément un angle. Après, c'est super intéressant parce que ça permet de donner des connaissances sur un sujet, mais c'est en aucun cas la vérité. La vérité varie aussi dans les différentes versions historiques. Plusieurs donnent leur version, et à chaque fois légèrement déformée, interprétée, incomplète, et donc faire un choix entre l'une ou l'autre peut mener à des transmissions inexactes. Toute la difficulté justement du travail d'historien. Mais encore une fois, dans ce cas de figure, C'est pas ta faute. Je sais. c'est toute la beauté des maths et des sciences en général. Normalement, elles sont complètes, fiables et décrivent parfaitement notre monde. La science, c'est ce qui fait tenir nos baraques debout, que nos avions volent, que tu peux ficanasser toute la journée sur ton téléphone, ou que tu crèves plus d'une écharpe dans l'orteil. Une opinion n'a jamais réalisé quelque chose d'aussi excitant. Malgré tout, les descriptions scientifiques peuvent être incomplètes, des observations pas assez précises pour l'époque, et on arrive à la mauvaise conclusion, à la mauvaise opinion. Et tu peux y aller, Aristote, Newton, Hubble, ou même Einstein, ils se sont tous plantés par manque d'informations fiables. Et tu te sens l'esprit plus éclairé que Ségus ? On est d'accord. Donc tu peux aussi te planter, c'est pas grave. Parce que même incomplète, balbutiante, la science fait avancer la connaissance. Bon, on peut te filer une info bidon avec plus ou moins de bonne foi, et on peut aussi te filer une info vraie et vérifiée. Mais partielle. Le gars te donne qu'une partie de l'info, ce qui peut être compliqué pour te faire un avis juste. C'est un peu le principe des polars, où le scénariste va te disséminer certains indices tout au long de l'histoire, justement pour ne pas te dévoiler l'ensemble de toutes les infos qui pourraient te faire découvrir qui est le tueur. On en reparle justement dans la prochaine vidéo de ça. Abonne-toi pour pas la louper. Mais du coup, toujours... C'est pas ta faute. Ou alors, c'est vrai, c'est complet, pertinent, mais tu n'as juste pas les connaissances pour la comprendre. C'est peut-être un peu violent dit comme ça, mais en fait, c'est juste tout ce qu'il y a de plus normal. L'étendue de notre ignorance est abyssale. Et je dis abyssale pour ne pas dire infini. Voilà en gros l'étendue de nos connaissances. On peut représenter ça comme un camembert. Ça, c'est ce que l'humanité sait. Ça, c'est ce qui s'est perdu, par exemple. Ça, c'est Wikipédia. Et ça, en gros, c'est à peu près tout ce qu'on ignore. Ça va de la recette du pâté aux olives de Tata Simone, au nom de l'actuel maire de Vierzon, du nombre d'habitants de Veracruz au numéro 1 des ventes littéraires en Argentine en 1982, de la concentration en ion sodium dans l'eau de mer à des anecdotes du technicien explosif sur le pont de la rivière Kwai, de la conception des différents jeux Zelda à la connaissance complète du Bharatanatyam. Les sujets sont quasi infinis, et 99,99999% de tout ça, toi, plus moi, plus tous ceux qui sont seuls, on n'en sait juste rien du tout. Prends au hasard n'importe quel sujet sur Wikipédia et tu verras que tu n'y connais rien, comme Rick Hunter sur les femmes. Qu'est-ce qu'il connaît aux femmes, Rick Hunter? Je sais pas. Réponse. Rien. Est-ce que tu serais capable de fabriquer un téléphone, même rudimentaire, ou de réaliser une émission de télé? Est-ce que tu connais la liste des prix Goncourt ou les composés chimiques d'une fraise? Combien de gens sur les 7 milliards présents sur Terre, tu as ne serait-ce que croisé juste une fois sans leur parler et donc sans rien connaître de leur vie? Un exercice tout con. Prends n'importe quelle personne autour de toi. Est-ce que tu serais capable de faire leur taf sans la moindre formation, sans qu'on t'apprenne des trucs que tu sais pas? Je veux vraiment que ce soit clair, c'est pas juste une manière de présenter les choses un peu théâtrale. L'étendue de notre ignorance est infinie. Quand on découvre un nouveau sujet dont on ignorait tout la veille, on a l'impression de devenir des experts en une nuit. Depuis quand êtes-vous un expert en astrophysique thermonucléaire? Hier soir. L'ultra-crépidarianisme, ça s'appelle. Merci Étienne Klein. Ou l'effet Diane Kruger. Diane Kruger ?
Non, c'est Dunning-Kruger. J'adore l'humour. C'est justement parce que notre ignorance est infinie que dès qu'on ouvre une porte sur un nouveau sujet, on a l'impression d'en être spécialiste. On passe de zéro à une infinité de connaissances supplémentaires sur ce sujet. On ne connaît qu'une infime partie de l'infime partie du monde qui nous entoure. Et en plus, ce qu'on sait est généralement faux. Le Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année, c'est un slogan marketing pour te faire acheter des merdes dans une période un peu creuse pour les commerçants. Aucun fondement scientifique. Le petit-déj, le repas le plus important de la journée, invention de Kellogg's, aucun fondement scientifique. 10 000 pas par jour, c'est une marque de podomètre japonaise qui a lancé le concept, aucun fondement scientifique. Faut boire 2 litres d'eau par jour, la grande muraille de Chine est visible depuis la Lune, le bio est meilleur pour la santé, etc. Tout ça est faux, c'est juste des slogans publicitaires. Il est donc normal de se faire un faux avis sur des sujets que nous ne maîtrisons pas. Mais si tu montes un meuble qui se casse la gueule sitôt fini, la réalité s'en tape que tu penses avoir fait quand même du bon boulot. Tu as la notice, mais tant que tu l'as pas fait, bah tu sais pas. Mais c'est pas grave, hein, la prochaine fois tu auras appris un truc et tu feras mieux. Et C'est pas ta faute. d'autres sont plus doués que toi, comprennent plus vite, assimilent plus rapidement une nouvelle information. Ouais, et alors, t'es sûrement plus doué et plus rapide dans tout un tas d'autres domaines que cette personne. Je résume. On peut nous mentir ou nous apprendre un truc faux. On peut nous donner des informations incomplètes, plus ou moins sciemment, ou tu peux tout simplement rien paner à un nouveau sujet qui débarque parce que c'est juste pas ta spécialité. Mais attends, parce qu'il y a encore un truc plus drôle. Il se peut carrément que tu aies su un truc à un moment de ta vie, un truc vrai, mais qu'avec le temps, le souvenir de cette info se soit estompé, qu'il se soit modifié. Comme dans mon cas, par exemple, Noël ma mère qui parle du nuage arrêté à la frontière. Pour toi, c'est toujours la même info, t'as rien d'autre à quoi te raccrocher pour changer d'avis vu que c'est la seule que tu as. Et ben si tu relis genre dans 20 ans le même article sur lequel tu l'avais apprise, ton cerveau va tout faire pour rejeter l'article comme s'il était faux. C'est-à-dire que tu vas entrer en contradiction avec toi-même et lutter contre la vérité pour que le mensonge que tu penses vrai le soit toujours. Et je te jure, sur ma dernière canette de Red Bull, ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier. J'ai juste eu le temps de rajouter l'anecdote avant de tourner. Véridique, cette histoire est 100% authentique. Hier donc, j'appelle mon plus vieil ami, 36 ans qu'on se connaît, pour lui souhaiter son anniversaire. Merci qui me sort pas très extatique. C'était hier qui me dit mais c'est gentil d'y avoir pensé, hein. De rien, tête. Attends, quoi? Ouais, c'était hier mon anniv. On est le 30 et je suis né le 29. Tu déconnes, j'espère. Non, je t'assure. S'il y a bien une personne qui sait, a priori c'est lui. Eh bien, crois-le ou pas, je suis presque sûr encore maintenant que c'est une blague et que c'est moi qui ai raison. Et le pire, c'est qu'il me rajoute, mais t'inquiète, tu me l'as déjà bien souhaité le 29, c'est pas grave. Mais j'ai aucun souvenir de ça. Et bien entendu, je n'ai aucune idée de quel moment j'aurais pu switcher entre les deux dates, ni pour quelle raison. Mais le résultat, c'est que je sais un truc, je le sais, c'est pas un vague doute, c'est une information ancrée dans mon cerveau et qui est fausse. Et tant que j'aurais pas vu sa carte d'identité, mon cerveau continuera à passer pour un con, à tout tenter pour ne pas passer pour un con. Notre ravioli est incroyable. Il y a aussi le cas de figure où tu reçois une info neutre et qu'elle est juste surinterprétée. Dans ma vidéo sur Fukushima, je dis que le reportage sur les pesticides ne nous apprend rien à cause de ces chiffres balancés sans contexte et sans groupe test, et on m'a sorti à plusieurs reprises « Comment oses-tu dire que les pesticides ne sont pas dangereux, que Monsanto ne sont pas des salauds ?» Alors, j'ose pas en fait, je dis juste pas. Ce n'est absolument pas mon propos. C'est juste une info surinterprétée. On comprend ce qu'on veut entendre, mais c'est pas le message. En l'occurrence, là, l'info dont je parle n'en est pas une. Ça ne veut pas dire que les pesticides ne sont pas dangereux, je dis juste que cette info ne permet pas de conclure que c'est dangereux. Et cette surinterprétation, souvent négative, est permanente sur les réseaux, dans les journaux, en politique. On prend un propos, on le déforme, on marche à l'émotion, la peur fait vendre, et c'est ça qu'on nous vend. Bien, reste le tout petit dernier cas de figure. Le mec est honnête, compétent, l'info est claire, complète, fiable et accessible à la majorité des gens. McLesguy vient de passer 20 minutes à t'expliquer la différence entre les canards et les oies et t'es toujours pas capable de répondre à la question SMS. Bon, ok. Dans ce cas de figure-là, t'es peut-être un petit peu con sur le sujet. Et tu sais quoi? Ça arrive absolument à tout le monde. C'est comme faire caca. Personne ne veut en parler, mais tous tes voisins, tout le monde autour de toi a exactement le même problème. Et ça ne fait pas de toi un être inférieur. Tu peux être fatigué un soir, capter un beignet sur un sujet pourtant à ta portée, tu feras mieux la prochaine fois. Tant que tu restes pas bloqué sur ta putain d'opinion par fierté ou par égo. Tous les plus grands esprits ont admis s'être plantés. Et c'est ça la marque de l'intelligence, c'est pas avoir raison à tout prix. Comme disait Kian Kojandi, de toute façon, tu vas te planter à un moment ou à un autre. Donc autant commencer tout de suite. Et là, je te cite ça de mémoire, je suis pas allé vérifier. Il y a à peu près une chance sur deux que ce soit pas exactement les bons mots, voire que ce soit pas Kian Kojandi qui l'ait dit. Le principe reste le même. Et au pire, dis-toi que Perceval reste le personnage préféré dans Kaamelott. Tout espoir n'est donc pas totalement perdu. Mais à part vraiment sur ce tout dernier point, si tu as tort, vraiment, C'est pas ta faute.
Là où ça commence à devenir problématique, c'est de rester figé sur un avis faux malgré de nouvelles informations étayées. Continuer à défendre des films de merde parce que tu les as aimés, défendre des escrocs en manque de notoriété qui t'ont vendu du rêve et de l'espoir pour s'en foutre plein les fouilles sur ton dos, des journalistes aux méthodes plus que douteuses à la limite des pires théories conspi, des théories du complot émanant d'escrocs reconnus qui te montent juste une fable pour s'enrichir. On s'est tous fait avoir et ça continuera. Ta voisine, ton père, ta pote, ton collègue, on s'est tous fait enfler comme des bleus. Mais avoir tort, c'est pas grave, on n'est pas des crétins pour autant. On l'est seulement si on refuse de le reconnaître et de changer d'avis un moment. Gardez ça en tête, prenez soin de vous et n'oubliez pas que malgré les espaces infinis de notre ignorance, ce silence n'est pas éternel. Parce que le génie est partout.